Bonjour à tous. Merci beaucoup Olivier pour ton mot introductif. Je crois que tu me prêtes beaucoup trop de qualité, mais enfin en même temps, je compte sur votre naïveté. Oui, c'est ça. Donc merci à toi, merci au Collège de Paris de m'accueillir cette année comme parrain de la promotion Peninsula. L'Université de l'excellence à la française, c'est exactement ce que j'ai pu découvrir depuis un an à vos côtés. C'est une belle ambition et c'est une ambition que vous allez découvrir à votre tour et je pense que vous ne le regretterez pas. Je suis évidemment ravi de succéder comme parrain à Pierre-Emmanuel Tétinger, qui l'an dernier a fait un très brillant discours, donc je suis très content qu'on m'ait proposé de lui faire suite. Et puis un petit mot pour commencer sur le Peninsula, parce que vous êtes cette promotion, donc un petit peu comme Alena, le nom de la promotion qui vous parraine un petit peu vous suit. Vous savez tous la promotion Voltaire, celle dont François Hollande faisait partie et dont on parle tant aujourd'hui. Alors vous êtes la promotion Peninsula. Et Peninsula, c'est une histoire d'exigence. Une histoire d'exigence puisque vous avez le Majestic qui a commencé ici en 1908. 1908, ici, tout commence, un des hôtels de luxe les plus brillants de Paris. Un soin ultime est apporté au détail et je vais vous donner un exemple très précis. Dans l'entrée, lorsque vous êtes entré dans le collège, pas dans le collège de Paris, vous y entrez aussi, mais lorsque vous êtes entré dans le Peninsula, vous avez marché sur un très beau marbre dans le lobby. Mais sachez que sous ce marbre se cache un fantastique parquet. Un parquet magnifique, comme il y en a peu à Paris, et vous ne l'avez pas vu. Ceux qui ont mené le chantier pour rénover le Peninsula, qui n'était pas le Peninsula à ce moment-là, mais en tous les cas l'équipe Peninsula qui était chargée de le rénover, a découvert lorsqu'ils sont arrivés ce splendide parquet. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils auraient pu le recouvrir seulement de marbre, ça aurait été très bien et personne ne l'aurait su. Non, ils sont allés plus loin, ils ont décidé de le rénover totalement avant de le recouvrir de marbre. Parce que c'était une belle histoire d'exigence à l'époque, leurs ambitions esthétiques aujourd'hui étaient différentes, mais néanmoins, ils ont choisi d'avoir une exigence fantastique en le recouvrant après l'avoir rénové seulement. Pour que peut-être des futurs archéologues dans 100 ans aient le bonheur d'enlever le marbre et de trouver en dessous ce magnifique parquet. Entre 1946 et 1958, ici on était à l'UNESCO. C'est quand même quelque chose d'assez fort, c'est pas la plus petite organisation mondiale, et c'est ici que ça se passait. Autre point, et je vous invite vraiment à aller voir ça lorsque vous descendrez, il y a un bar qui je crois s'appelle Paris-Vietnam, pour une raison très simple, c'est que c'est dans ce bar où il y a des boiseries splendides qui ont été signées par Henry Kissinger, les accords de paix de la guerre du Vietnam. Donc cette guerre dont on a tous entendu parler, elle a pris fin ici. Et donc une rénovation d'une immense qualité qui a été menée par le Peninsula en 2014, et en faisant attention à ce qui se voyait. J'ai eu la chance de voir le chantier lorsque ce n'était pas encore ouvert, parce qu'un de mes amis dirigeait à ce moment-là l'hôtel qui allait s'ouvrir, et que ce soit dans chaque chambre, tout ce qui voit ou ne se voit pas a été traité avec le même soin. Et donc le parquet également. Alors, qui suis-je? Hugues Lemarié, j'ai 33 ans, j'ai un master 2 de droit des affaires, je suis aussi diplômé de l'ESC Toulouse, et enfin, dans le cadre de Pernod Ricard, où je travaille, j'ai fait un cursus à l'école de commerce qui s'appelle l'INSEAD. Aujourd'hui, je suis donc dans le groupe Pernod Ricard, je suis vice-président Amérique des cognacs Martell, c'est la deuxième maison de cognac dans le monde, après Hennessy. Et je suis également en charge d'une start-up qui travaille sur une grosse innovation au sein de la filiale luxe du groupe Pernod Ricard qui s'appelle Martell, Moum, Perrier-Jouët. Alors, qu'est-ce que je vais vous apprendre aujourd'hui? Est-ce que je vais vous apprendre la théorie générale du management, les recettes pour sortir de la crise? Est-ce que je vais vous apprendre à marketer et vendre efficacement un vin ou un spiritueux? Alors, ceux qui auront la chance de suivre mon cours dans le master management de l'œnologie et de la gastronomie l'apprendront peut-être. Est-ce que je vais vous parler des recettes infaillibles du luxe? Non, toujours pas. Aujourd'hui, nous allons réfléchir un peu plus largement. Nous allons réfléchir à un thème fondamental, à une question qui, à mon avis, vous brûle les lèvres depuis toujours. Le Petit Prince est-il un entrepreneur? Alors pourquoi cette question? Cette question parce que vous débutez votre carrière et que la part de rêve qui est en vous doit vous guider chaque jour. Parce que vous devez tous être des entrepreneurs, que vous soyez des salariés d'un grand groupe, des freelances, des chefs d'entreprise, et dans un monde merveilleux, même les fonctionnaires devraient être des entrepreneurs. Et puis aujourd'hui, tout le monde peut devenir un entrepreneur. Vous avez une voiture, elle vous sert à rien parfois dans la semaine. Avec Uber, vous pouvez devenir chauffeur de taxi. Vous avez un appartement, vous avez une chambre qui parfois ne vous sert à rien. Avec Airbnb, vous pouvez devenir hôtelier. Réalisez qu'en moins de 2 ans, la première compagnie de taxis dans le monde et la première chaîne d'hôtels en capitalisation boursière ont atteint ces sommets grâce à une multitude d'entrepreneurs
qui se sont levés individuellement pour bâtir un tel succès. C'est finalement le libéralisme qui veut que le marché se régule de lui-même, et le communisme, dont le rêve de Karl Marx était de détruire l'entreprise. Ces deux rêves se réunissent d'un coup, le libéralisme et le communisme. Le marché se régule et il n'y a plus d'entreprise, seulement une multitude d'entrepreneurs. Imaginez un peu que Karl Marx embrasse fougueusement Alexis de Tocqueville. C'est exactement ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que ça signifie d'être un entrepreneur ? Alors, pour le Larousse, c'est quand même la meilleure source pour la définition, cela signifie chef d'entreprise ou chef d'entreprise spécialisé dans la construction et les travaux publics. Voilà qui est bien réducteur, décevant et qui montre bien à quel point nos définitions doivent évoluer. Il est temps de s'affranchir des définitions pour conquérir le monde. Alors, partons un instant au XIIIe siècle, sur le chantier de la construction de la cathédrale de Reims. Vous avez un Parisien qui est en goguette, qui part vers la Champagne-Ardenne, magnifique région que les étudiants du master œnologie et gastronomie découvriront bientôt pour leur week-end d'intégration. Eh bien, vous avez un Parisien qui part en goguette et qui aperçoit un début de chantier. Alors, il se dit, tiens, je vais aller voir. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Et là, il arrive sur ce chantier et il voit 3 tailleurs de pierre. Il s'approche du premier tailleur de pierre et il lui dit, bonjour, que fais-tu ? Et le tailleur de pierre lui répond, je taille une pierre. Ensuite, il va voir un deuxième tailleur de pierre et il lui dit « Bonjour, que fais-tu ? Je monte un mur. » Puis il va voir un troisième tailleur de pierre et il lui dit « Bonjour, et toi, que fais-tu ? Je bâtis une cathédrale. » C'est le troisième qui est un entrepreneur. Ce que j'attends de vous, cette année, c'est que vous soyez le troisième, que vous soyez des bâtisseurs de cathédrales, que vous ne regardiez pas à vos pieds, mais que vous rêviez à l'objectif et même à la route qui y mène, puisque parfois le succès est autant dans la route qui y mène que le succès lui-même. Et s'il y en a bien un qui s'est affranchi des définitions, des barrières et des frontières, c'est le Petit Prince. Parce qu'il a bâti un monde là où on ne l'attendait pas. Alors, s'il te plaît, dessine-moi un entrepreneur. Pourquoi ce choix du Petit Prince pour illustrer mon propos ? Tout d'abord parce que le livre Le Petit Prince est un véritable manuel de management, un roman, un récit, une déclaration d'amour. Et probablement, selon moi, le plus grand chef-d'œuvre de la littérature française. Et ensuite, parce que Le Petit Prince, à défaut de les avoir toutes, a de nombreuses qualités qui font celles des grands entrepreneurs. Tout d'abord, Le Petit Prince est un idéaliste, un rêveur, un passionné et un optimiste. Voici 4 qualités fondamentales de l'entrepreneur. Avoir un idéal, avoir des rêves, des passions, et y croire chaque jour avec optimisme. Et là, Le Petit Prince nous parle. Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'à un seul exemplaire dans les millions et les millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. Il se dit « ma fleur est quelque part ». Alors, cherchez votre fleur, celle qui vous rend singulier, celle qui vous permet d'être vous-même. On croise bien souvent en entretien des candidats qui viennent sans avoir préparé leurs prestations, sans y croire vraiment. Mais le monde de l'entreprise est dur. Et des candidats qui savent faire jaillir leur passion, il y en a. Eh bien, soyez ceux-là. Soyez ceux qui font jaillir leur passion. Que vous soyez capables de vous distinguer, de montrer que vous savez faire éclore cette belle graine qui est au fond de vous. Vous avez fait le choix de masters spécialisés dans le luxe, la mode, l'œnologie et la gastronomie. Voilà des champs infinis pour la passion et sur lesquels la France est une référence absolue. Donc vous avez fait le bon choix, le bon premier choix. Alors passionnez-vous maintenant pour le luxe. La France le façonne. Nous sommes la patrie d'Émile Hermès, de Louis Vuitton, de François Goyard. Nous avons les artisans les plus rares, des plumassiers comme il n'en existe plus, et des maroquiniers que le monde entier nous envie. Passionnez-vous aussi pour la mode et son histoire. Rappelez-vous que nous sommes la patrie d'Yves Saint-Laurent, de Coco Chanel, de Christian Dior, de Jean-Paul Gaultier. Et avant d'être devenus des marques, tous ces noms sont ceux d'entrepreneurs de génie. Des idéalistes, des rêveurs, des passionnés, des optimistes. Aujourd'hui, nous les regardons à l'aune du succès que nous pouvons percevoir chaque jour dans les rues de New York, de Buenos Aires, de Tokyo ou de Paris. Mais arrêtons-nous un instant et plutôt que de regarder leurs 6 derniers mois, réfléchissons à leurs 6 premiers mois. Le jeune maroquinier Émile, Louis, François, les jeunes couturiers Yves, Coco, Christian ou Jean-Paul. Qui croyait en eux lors de leurs 6 premiers mois ? Probablement personne. Sympathiques jeunes, un petit peu originaux, qui vivaient avec subsistance et une bonne dose de passion. Mais non,
En réalité, il y avait quelqu'un qui croyait en eux, très fort, sans faillir, même un jour. Eux-mêmes. Eux-mêmes croyaient en eux. Eux-mêmes croyaient qu'un jour, et ils l'ont fait. Alors croyez en vous, croyez en votre fleur, même si elle n'existe qu'à un seul exemplaire dans les millions et les millions d'étoiles. Suivez votre cœur aussi souvent qu'il vous parlera, car sachez que c'est une chance de l'écouter. Passionnez-vous aussi pour l'œnologie et la gastronomie. Tous ces noms font vibrer Margaux, Pétrus, Romanée Conti, Martel, Dom Pérignon. Chaque bouteille porte en elle une émotion, une histoire, un savoir-faire des hommes et des femmes de passion. Un cépage, un millésime, le portrait d'un vigneron, le coucher de soleil sur une parcelle exposée à la perfection, une petite cabane de pierre qui abrite une source qui irrigue les vignes alentour. Tout cela peut faire naître une passion, qu'on pourrait même qualifier de torride. La gastronomie constitue également une porte ouverte aux passions, tant la richesse des produits et leur subtilité permettent de créer des alchimies toujours différentes et uniques. Je m'arrêterai un instant sur l'œnologie et la gastronomie, pardonnez-moi les autres, pour rappeler que ces deux univers ont cela de fantastique qui réunissent le savoir-faire, l'histoire, du luxe quand il s'agit de produits comportant une rareté, et l'artisanat. Mais ils ont quelque chose en plus. Ils ont une dimension qui rend la vie plus belle. Alors c'est quoi ? Le partage. Le partage, sauf à être un alcoolique sévère ou un incorrigible boulimique, ces deux univers ne se vivent pas seuls. À ce sujet, voici ce que le Petit Prince raconte lorsqu'il arrive sur la planète où n'habite qu'un seul buveur. La planète suivante était habitée par un buveur. Cette visite fut très courte, mais elle plongea le Petit Prince dans une grande mélancolie. « Que fais-tu là » dit-il au buveur qu'il trouva installé en silence devant une collection de bouteilles vides et une collection de bouteilles pleines. « Je bois » répondit le buveur d'un air lugubre. « Pourquoi bois-tu » lui demande le Petit Prince. « Pour oublier » répondit le buveur. « Pour oublier quoi » s'enquit le Petit Prince qui déjà le plaignait. « Pour oublier que j'ai honte » avoua le buveur en baissant la tête. « Mais honte de quoi » s'informa le Petit Prince qui désirait le secourir. « Honte de boire » acheva le buveur qui s'enferma définitivement dans le silence. Et le Petit Prince s'en fut, perplexe. Tout ce qui fait la richesse des vins spiritueux et de la gastronomie est le plaisir de partager avec d'autres de beaux produits, de belles cuvées. On achète rarement un grand cru pour le boire seul, on achète rarement un foie gras pour le manger seul. Alors qu'on met un parfum avant tout pour soi, qu'on conduit une belle voiture avant tout pour son plaisir, dans la gastronomie, on le fait certes pour soi, un peu, mais on le fait surtout beaucoup pour les autres. Alors, passionné oui, mais généreux aussi. Soyez généreux de votre temps, de vos découvertes, de vos passions, de vos rêves. Faites-les partager. Faites naître des étoiles dans les yeux de ceux que vous aimez pour qu'à leur tour, ils cherchent leurs fleurs, pour qu'ils deviennent chercheurs d'or. Alors, pourquoi est-ce si fondamental d'avoir ces qualités ? Pour une raison très simple. Aujourd'hui, vous avez entre 20, 25 ans, 28 ans. Tout reste encore à bâtir. Votre idéal, vos rêves sont intacts. Alors gardez-les intacts aussi longtemps que possible, pour qu'à la fin de votre carrière, vous puissiez vous retourner sur des fiertés, des satisfactions et pas sur des regrets. Le Petit Prince est aussi tolérant, humble, attentif aux autres et aux détails. La tolérance, l'humilité, l'attention aux autres et aux détails façonnent les grands entrepreneurs. Et le Petit Prince a ses qualités, à revendre même. Vous avez sûrement tous entendu parler de la théorie américaine du fail fast. Alors, il s'agit nullement d'encourager l'échec, mais au contraire d'oser se lancer sans la peur de l'échec chevillé au corps, en sachant corriger le tir rapidement si les objectifs ne sont pas atteints ou ne le seront pas dans un délai raisonnable. Alors, vous avez ici deux approches totalement différentes qui s'opposent. Vous avez l'approche française qui veut qu'on réfléchisse beaucoup, qu'on intellectualise souvent trop, qu'on regarde avant toute chose les raisons pour lesquelles un projet ne pourrait pas marcher, et à la fin, peu de projets voient le jour. Généralement, ils sont plutôt bons, mais ils ne sont pas nombreux. Et vous avez l'approche anglo-saxonne qui est beaucoup plus risquée, mais elle est portée par l'agilité et par l'audace. On se lance, on tente, et puis si on échoue, on recommence. Et parce qu'on a appris de ses échecs. Et on est humble face à ces échecs, mais aussi optimiste, car on sait que demain porte en lui le succès. Le Petit Prince a une sagesse et une humilité doublées d'optimisme. Et là, il nous donne un enseignement supplémentaire. En effet, sur la planète du Petit Prince, il y avait, comme sur toutes les planètes, de bonnes herbes et de mauvaises herbes. Par conséquent, de bonnes graines de bonnes herbes et de mauvaises graines de mauvaises herbes. Mais les graines sont invisibles. Elles dorment dans le secret de la terre jusqu'à ce qu'ils prennent fantaisie à l'une d'elles de se réveiller. Alors elles s'étirent et poussent d'abord timidement vers le soleil une ravissante petite brindille inoffensive. S'il s'agit d'une brindille de radis ou de rosier, on peut la laisser pousser comme elle veut. Mais s'il s'agit d'une mauvaise plante, il faut l'arracher aussitôt, dès qu'on a su la reconnaître. Alors cherchez la bonne graine, l'idée qui va fleurir. Et n'ayez pas peur de croiser des mauvaises graines avant de trouver la bonne. Si vous êtes certain qu'elle existe, alors vous la trouverez.
Soyez également sociable cette année. Soyez ouverts aux autres. Voici ce que je vous souhaite vraiment pour cette année. De découvrir de l'humain. Les professeurs vous apprendront, vous enseigneront des savoirs utiles pour votre avenir professionnel. Mais il y a des savoirs qui n'existent ni dans les livres, ni dans les cours. Pas plus dans le mien. C'est l'acquisition du capital humain. Votre intelligence rationnelle va être nourrie par ces cours que vous recevrez, mais pensez à développer votre intelligence émotionnelle. Et celle-ci se forgera au contact de camarades, issus d'horizons différents du vôtre, à la rencontre de vignerons, de grands chefs, de couturiers, d'artistes. Paul Ricard, le fondateur du groupe dans lequel je travaille, avait coutume de dire « Faites-vous un ami chaque jour ». Oui, c'est exactement ce que je vous souhaite. Faites-vous un ami chaque jour, découvrez une personnalité nouvelle chaque jour. Et si elle est différente de vous, c'est encore mieux. Différemment, le Petit Prince l'exprime ainsi. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Et comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Alors, faites-vous des amis comme le Petit Prince et apprivoisez ceux que vous n'auriez pas imaginé apprivoiser. Soyez également attentifs aux détails, aux petites choses qui rendent la vie plus belle. C'est aussi cela le luxe, et ça l'est même de plus en plus. Avoir une belle montre ou de beaux souliers, c'est gagner du statut. C'est aussi une forme de luxe. Mais le luxe va bien plus loin. Alors, il y a des personnes qui sont beaucoup plus intelligentes que nous qui ont réfléchi et structuré le luxe autour de 5 stades. Mais c'est quand même assez intéressant. Très brièvement, le premier stade du luxe, c'est le stade de l'acquisition, de la réassurance. Vous êtes sorti du lot, vous considérez que vous êtes un petit peu au-dessus des autres, alors vous avez besoin de le montrer. Et dans ce domaine-là, on peut imaginer rapidement des marques dont le logo se voit assez nettement, Louis Vuitton, Rolex. Le stade 2, c'est celui du discernement, de la recherche de valeur. Là, vous cherchez un peu de sophistication, d'histoire, vous réfléchissez déjà à la transmission, à l'héritage. Ici, vous pourriez penser à Hermès ou à Patek Philippe. Le stade 3, c'est l'émotion et l'expérience. On va un cran plus loin. Et là, on recherche la singularité de l'expérience et de l'émotion qu'elle procure. Un service qui est intrinsèquement contenu dans le produit. Et là, vous pourriez penser à l'IKEA ou à Bang & Olufsen. Le stade 4, là, c'est qu'on va très très loin dans le luxe, c'est celui de la responsabilité et du savoir. On ne réfléchit plus uniquement aux 3 critères précédents, on réfléchit à la responsabilité sociale et environnementale d'une marque, en dehors de tous les autres critères. Le stade 5, il est magnifique. Quand vous y arrivez, vous êtes vraiment allé loin. Celui de la poésie, de l'art, du temps et du voyage. C'est un luxe de passion, d'aventure, la recherche de l'émotion brute, voire limite une quête spirituelle et une recherche du temps qui passe. Mais il y a une définition qui me semble un peu plus intéressante. Le luxe, c'est aussi de transformer des moments ordinaires en instants extraordinaires. C'est un dîner avec la personne que vous aimez. Il n'y a rien à fêter ce jour-là. C'est un soir comme un autre. C'est un mardi soir. C'est ce soir, lundi soir. Pas de raison à fêter. Bon, à part votre rentrée au Collège de Paris, parce que c'est quand même un grand moment. Mais c'est un lundi soir. Qu'est-ce que vous faites ? Plutôt que d'aller prendre une pizza Sodebo, vous décidez de prendre de beaux verres, de beaux couverts, de belles assiettes. Vous allumez une bougie, vous achetez des fleurs pour la personne que vous aimez. C'était pas prévu. C'était un soir ordinaire, ça va devenir un moment extraordinaire. C'est aussi cela le luxe, c'est les arts de la table, c'est la poésie d'une soirée. C'est prendre le meilleur de chaque époque et le mélanger. Et surtout retenez que ce n'est pas une histoire d'argent. C'est une histoire d'imagination et une volonté farouche de sublimer le quotidien par de petites attentions. Mon prédécesseur l'an dernier à ce pupitre, Pierre-Emmanuel Tétinger, mentionnait que dans ses caves de champagne, il y a quelque chose de très important pour lui, c'est la propreté de ses toilettes. Considérez que c'est ça le vrai luxe. C'est pas tout ce qui brille, c'est lorsque les gens iront aux toilettes, que ces toilettes soient infiniment propres. Parce que c'est un détail qu'on ne veut pas négliger. Et il y a un truc qui est vrai, qui est juste vrai, c'est que c'est dans les détails qu'on reconnaît les grandes maisons. Et il l'a particulièrement bien compris. Pensez aussi à la haute horlogerie. Toutes les pièces de haute horlogerie qui sont contenues dans une montre qu'on ne verra jamais, que seul l'horloger qui a fabriqué cette montre voit, ou éventuellement celui qui la réparera un jour. Mais vous, tous les jours, vous l'avez sur le poignet, vous ne le verrez jamais. C'est des détails que des maisons ne négligent pas. Et c'est comme ça qu'ils se bâtissent. Steve Jobs accordait une attention maladive à ce que les angles de ses iPhones ou de ses iPads, mais pas à l'extérieur, ceux des petites pièces qui sont à l'intérieur, soient totalement polis et les angles parfaits. Il définissait lui-même l'inclinaison de l'angle. Qui le voit ? Personne. Qui le sait ? Personne, sauf vous maintenant. Et sauf Steve Jobs, lui, il savait. Et c'était ça son luxe. Ne pas négliger les détails. C'est vraiment comme cela qu'on reconnaît les grandes maisons. Alors soyez enfin comme le petit prince porté par l'humilité. J'ai eu la chance d'abord chez Rémy Cointreau
puis chez Pernod Ricard de travailler aux côtés de familles qui ont bâti des empires exceptionnels, qui sont extrêmement riches, qui sont dans les sommets français. Mais il y a un vrai point commun entre eux, c'est un sens des valeurs et une humilité à toute épreuve. Alors, le Petit Prince rencontre un vaniteux aussi. Les vaniteux n'entendent jamais que les louanges. « Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup ?» demanda le vaniteux au Petit Prince. Qu'est-ce que ça signifie ? Admirer. Admirer signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche, le plus intelligent de la planète. Mais tu es seul sur ta planète. Fais-moi ce plaisir, admire-moi quand même. Je t'admire, dit le Petit Prince en haussant les épaules, mais en quoi cela va-t-il bien t'intéresser ? Et le Petit Prince s'en fut. Les grandes personnes sont décidément bien bizarres, se dit-il simplement en lui-même durant son voyage. Alors, gardez toujours votre humilité, et surtout lorsque vous serez au firmament de ce que vous considérerez être comme votre succès. Soyez attentifs aux détails, soyez attentifs aux autres. Gardez un esprit tolérant quand vous aurez accumulé des certitudes. Plus il y a de certitudes, moins il y a de tolérance parfois. Et jugez le moins possible. Qui sommes-nous finalement pour juger ? Le Petit Prince est un homme libre, un fou, un insatiable. Je suis sûr que vous les avez déjà croisés, ceux qui vous disent que ça ne marchera jamais, que d'essayer c'est de perdre du temps et ça ne vaut pas la peine. Alors ceux-là, ne les écoutez jamais. Ou alors le moins possible. Dans la plupart des cas, ils vous feront perdre votre temps. Dans les grands groupes, vous en croiserez par dizaines. Ils sont très répandus. C'est un parapluie grand ouvert contre toute forme de risque. Pas faire de vagues, car prendre un risque, c'est choisir de réussir, mais n'oubliez pas que c'est aussi possiblement prendre le risque d'échouer. Théorie française, théorie anglo-saxonne. Alors souvenez-vous à un moment du philosophe romain Sénèque, qui nous parle au IVe siècle avant Jésus-Christ, il nous laisse un formidable testament. Ils l'ont fait car ils ne savaient pas que c'était impossible. Ils l'ont fait car ils ne savaient pas que c'était impossible. Beaucoup de gens vous diront que c'est impossible. Alors, justement, faites-le. Jean Cocteau abonde exactement dans le même sens. Que les autres te reprochent, cultive-le, c'est toi. C'est vous. Alors soyez malin, avec une petite dose de politique. Je ne vous demande pas d'aller faire les révolutions dans tous les grands groupes, vous allez arriver dès la première quinzaine. Hein. Mais et une dose de politique et une bonne dose de vous-même. Celle qui fait que vous êtes singulier. Le Petit Prince s'adresse à nous à nouveau. J'ai de sérieuses raisons de croire que la planète d'où venait le Petit Prince est l'astéroïde B612. Cet astéroïde n'a été aperçu qu'une fois au télescope en 1909 par un astronome turc. Il avait alors fait une grande démonstration de sa découverte à un congrès international d'astronomie. Mais personne ne l'avait cru à cause de son costume. Costume de turc traditionnel. Les grandes personnes sont comme ça. Heureusement pour la réputation de l'astéroïde B612, un dictateur turc imposa à son peuple, sous peine de mort, de s'habiller à l'européenne. L'astronome refit sa démonstration en 1920, dans un habit très élégant, et cette fois-ci, tout le monde fut de son avis. Alors n'attendez pas d'avoir un beau costume pour imposer vos idées. Dans les vrais projets entrepreneuriaux, au risque de choquer, je vous dirais qu'il faut parfois privilégier la dictature à la démocratie. Si vous croyez profondément à une idée, constituez autour de vous un groupe de taille limitée pour commencer. Plus vous mettrez de personnes, plus vous aurez d'avis. Et vous trouvez toujours quelqu'un pour vous décourager d'avancer. Il sera bien temps, ensuite, de rajouter les ressources nécessaires. Et soyez intransigeants parfois aussi. Refusez la médiocrité que si souvent, certains vous offriront. Steve Jobs peut être considéré à certains égards comme un fou, suffisamment fou, pour choisir de s'obstiner de développer le meilleur ordinateur possible avec Steve Wozniak au fond d'un garage, qui n'est rien incroyable, en 1976. Fou toujours en 1984 pour aller attaquer le mastodonte Microsoft avec son Macintosh. Fou encore pour aller affronter le monde de la musique avec une promesse incroyable, 1000 chansons dans votre poche. Et ça, c'était l'iPod. Et fou enfin pour aller attaquer le marché de la téléphonie surchargé d'acteurs brillantissimes et indétrônables qui s'appelaient Motorola ou Nokia. Vous vous souvenez de ces noms-là ? Fou. Fou mais génial. N'ayez pas peur de passer pour un fou, car l'avenir vous montrera parfois que c'est cette folie qui a changé votre destin. Soyez enfin insatiable. Cherchez à en vouloir toujours plus. C'est aussi cela d'être entrepreneur. Ne jamais se contenter du statu quo. Le Petit Prince ne s'est pas arrêté à la première planète visitée. Il en a cherché une autre, puis une autre, et finalement, quel que soit le résultat, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi le chemin parcouru qui fait la richesse. Le jour où vous accepterez la satiété, dites-vous, si vous êtes un entrepreneur, que ça commence à sentir le sapin. Je connais une planète, dit le Petit Prince, où il y a un monsieur cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile. Il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répète « Je suis un homme sérieux. Je suis un homme sérieux. » Ça le fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme,
c'est un champignon. Alors en conclusion, vous l'aurez compris, le Petit Prince a de nombreuses qualités qui font celles d'un entrepreneur. C'est un idéaliste, un rêveur, un passionné, un optimiste. Il est aussi tolérant, il est humble, il est attentif aux autres et aux détails. Et enfin, c'est un homme libre. C'est aussi un fou et un insatiable. Une dernière fois, un dernier enseignement du Petit Prince. Comme le Petit Prince s'endormait, je le pris dans mes bras et me remis en route. J'étais ému. Il me semblait porter un trésor fragile. Il me semblait même qu'il n'y eût rien de plus fragile sur la terre. Je regardais à la lumière de la lune ce front pâle, ses yeux clos, ses mèches de cheveux qui tremblaient au vent, et je me disais, ce que je vois là n'est qu'une écorce. Le plus important est invisible. Alors, trouvez en vous l'essentiel. Il est fait de passion, d'émotion, de cœur. Oui, c'est important d'aimer. Aimer. Aimer fort. Souvenez-vous que l'humanité crève parfois de ne pas exprimer ses sentiments. Cherchez vos graines de folie, vos pincées d'humilité, et surtout, restez toujours insatiable. Je vous souhaite pour cette année 2015 d'être optimiste et insatiable. Chacun de vous, à votre manière, avec les qualités que vous avez tous en vous. Soyez le Petit Prince. Merci.